Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, pour la première rencontre littéraire de l'année 2022, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Dietrich pour son dernier livre qui était paru l'année dernière, en 2021, chez Liana Levy, qui s'intitule « Faut pas rêver ». D'habitude, je présente les auteurs et les autrices, mais là, c'est vrai que Pascal a déjà un petit parcours en littérature, donc je vais la laisser se présenter. Dans ma vie, j'ai plusieurs casquettes, donc je fais à la fois une activité de romancière et un peu de cinéma maintenant, comme j'ai la chance que mes 2 derniers romans sont adaptés, donc j'essaie aussi de faire ça. Et par ailleurs, donc, dans mon autre moitié de vie, je suis sociologue et je travaille à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Donc je travaille sur un sujet particulier qui est les questions de pauvreté et de logement. Donc j'ai travaillé sur des sujets pas très gais, comme le logement insalubre, les sans-domicile, les squatteurs. En ce moment, je suis plutôt sur l'aide sociale à l'enfance, des sujets comme ça, mais souvent en lien avec les questions de logement et d'urbanité. Ce que j'aime faire, c'est confronter les statistiques pour décrire une réalité au terrain. Et ce que j'aime faire, on le retrouvera un peu dans mes romans aussi, c'est aller explorer les marges, donc des choses qui sont pas forcément visibles, dont on parle peu. Voilà, donc toutes ces populations qui vivent un peu à la marge de la société. Donc sur ce dernier roman, Faut pas rêver, on est à Paris. Au début, on est dans un cadre quasiment idyllique, puisqu'on va suivre principalement 2 personnages. Enfin, on peut même en mettre 3, hein, puisqu'on va voir Louise et Carlos. Et la meilleure amie de Louise. Peut-être qu'on peut commencer par les présenter un petit peu. Alors, Carlos, c'est donc le petit ami de Louise. Et elle est enceinte de lui de quelques mois à peine. Et c'est l'homme idéal. Elle est vraiment persuadée d'avoir trouvé le type parfait. Déjà, bon, il est plutôt beau gosse. C'est un Espagnol. Il a beaucoup de charme. Et il est féministe. Et il a la particularité d'être sage-femme. Mais il a un défaut. Il fait de la somniloquie. C'est un symptôme qui consiste à rêver à voix haute. Donc à parler dans ses rêves. Et donc lui, la nuit, il se transforme et il parle énormément dans ses rêves. Et sauf qu'il est complètement différent, il est véhément, il est en colère, et il dit un tas de choses, mais le problème, c'est que quand on fait de la somniloquie, on parle dans sa langue maternelle, donc il s'exprime en espagnol, et Louise ne comprend pas du tout ce qu'il raconte. Donc le point de départ de ce roman-là, c'était de me dire, j'avais envie d'écrire cette scène où elle dort à côté de ce type, qui se met à parler dans son sommeil dans une langue qu'elle ne comprend pas, et un jour, elle a ce tilt en se disant, bon, il y en a ras-le-bol, je vais l'enregistrer, je vais enfin savoir ce qu'il dit, et elle va demander à sa meilleure amie Jeanne, qui est bilingue en espagnol, de traduire ce que raconte son petit ami parfait. Alors ils sont tous très très militants parce que ce soit Carlos, que ce soit Louise, que ce soit Jeanne, le thème de l'écologie revient en permanence. Ils sont à fond sur les jardins partagés, sur le fait d'être en vélo, sur le fait de l'immobilité douce. Enfin, c'est quelque chose qui revient. On peut aussi, en parcourant le livre, se faire une petite bibliothèque altermondialiste, hein, où je pense que vous en avez semé un petit peu dans tout l'ouvrage. Alors, je crois que c'est venu juste aussi parce que c'est des questions qui, moi, m'habitent et m'intéressent vraiment. Ces questions d'écologie, c'est pour moi essentiel et primordial. Et puis, c'est des questions que j'avais déjà commencé à travailler un peu, notamment avec Les Mafieuses, qui est mon roman précédent. Je me permets de faire un petit détour par ça, où je m'intéressais beaucoup à ces cas de conscience que peuvent avoir les gens, et notamment comment on peut persévérer dans un système dont on sait éperdument qu'il n'est pas bon, mais en continuant à se regarder dans la glace. Donc ça, c'était le sujet des Mafieuses, qui m'intéressait moi pour la question de l'écologie. Et donc, en réfléchissant à mes histoires de mafieuses, je me suis aperçu, je parle d'un exemple personnel, je m'étais dit, je ne veux plus prendre l'avion, enfin en tout cas c'était un de mes enjeux. Et puis une fois pour le boulot, il fallait quand même y aller, et voilà, et ça m'arrangeait vraiment de prendre l'avion. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que j'ai commencé à faire encore plus le tri, à redoubler d'investissement dans les petits gestes, etc. Et donc une des choses qui est apparue et que j'ai réutilisée pour Les Mafieuses, c'était de m'interroger sur qu'est-ce qu'on utilise comme dérivatif pour pouvoir continuer à faire des choses dont on sait qu'elles ne sont pas bien. Donc par exemple, dans Les Mafieuses, j'ai une mafieuse qui, dès que son mari commet un meurtre, dès que son mari fait quelque chose de négatif, elle va faire un don à une association écologique ou une association sociale, les petits frères des pauvres, etc., pour se dire, je m'achète une conscience de cette manière-là. Et dans Faut pas rêver, j'avais envie aussi de continuer à travailler sur ça, de me dire, bon, bah, voilà, c'est des gens qui sont extrêmement militants, mais qui se posent aussi tout un tas de questions.
Et on voit aussi les parcours qui les ont amenés à être militants. Et j'avais envie de parler de ces parcours de militants, en fait, aussi. Alors, au début, tout va bien, quand même, malgré leur questionnement, mais ils sont dans leur quotidianité. Et il y a cette théorie que vous introduisiez, qui est très mignonne, qui est la théorie de la vitre brisée. En tout cas, vous nous expliquez que... à partir du moment où il y a un petit dérèglement, ça peut arriver à un dysfonctionnement vraiment complètement systémique. Enfin, si vraiment on ne règle pas la question de la vitre brisée en s'en occupant immédiatement, on va au-devant de gros problèmes. Et là, le problème qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est effectivement Carlos et l'agitation de ses nuits. Oui, elle se dit, s'il est comme ça la nuit, c'est qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Alors ça, c'est aussi un des thèmes qui parcourt pas mal de mes romans, c'est cette idée que on connaît qu'on voit des gens, mais il est possible qu'il y ait tout un gouffre, toute une double face dans la personnalité des personnes qui nous entourent, qu'on croit être qui sont nos proches, mais il y a ce mystère-là qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et donc mes personnages souvent se posent tout un tas de questions sur leurs proches en se disant bon bah voilà, c'est ma famille qui m'entoure, je vis avec lui, mais en vérité il y a quelque chose qui m'échappe sans doute. Et forcément les rêves sont le lieu où ça s'exprime, et donc forcément s'il y a cette question du rêve, elle se dit, ça lui ouvre une fenêtre sur une part de Carlos où petit à petit, c'est la théorie de la vitre brisée au final, elle se dit, il y a sans doute beaucoup plus, et la confiance va petit à petit être remise en question, et elle va commencer à tout questionner aussi dans leur relation. Après, c'est vrai que ça s'est imposé petit à petit en me disant, mais qu'est-ce que j'en fais donc de ce corpus de rêves ? Il se trouve que quand je suis sur un sujet, je me mets à lire quand même. Arrive le livre de Bernard Lahire sur la sociologie des rêves. Alors là, j'ai commencé à me passionner pour ce sujet en me disant, bah, ces rêves, en fait, je trouve que c'est un matériau passionnant parce qu'on peut le traiter de manière sociologique. Il ne s'agissait pas du tout de les traiter de manière comme un psy. Enfin, moi, je ne saurais pas du tout faire ça. Et ce que montrent tous les travaux, c'est justement tout le monde ne rêve pas de la même manière selon où on se situe dans l'espace social. Les hommes n'ont pas les mêmes rêves que les femmes. Les ouvriers n'ont pas les mêmes rêves que les cadres. Bon, on pourrait se dire ça paraît évident, mais ça l'est pas tant que ça. Et selon les sociétés aussi, on ne rêve pas des mêmes choses. Donc déjà, je me suis dit, il y a une super matière à utiliser. L'autre chose, moi, qui me passionnait, c'est que dans les rêves, j'allais dire qu'il n'y a pas ce langage de langue de bois. Il y a une forme d'honnêteté des rêves. C'est ce que montre bien Lahire dans son bouquin et d'autres chercheurs. Dans les rêves, on voit les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ça me permet de faire le pont avec ce qu'on disait au départ, l'écologie. Dans les rêves, les gens font de plus en plus de rêves justement de catastrophes écologiques et de toutes ces choses que dans l'état de veille on enfouit et qu'on ne veut pas voir. Et c'est ça qui est passionnant dans les rêves, c'est que ça ressort, c'est que c'est des moments où tout d'un coup les choses vont, la conscience va nous exprimer ça. Il y a un élément, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu et je travaille en ce moment là-dessus. C'est quelqu'un qui a étudié, alors elle s'appelle Charlotte Bérat, elle a étudié les rêves sous le Troisième Reich, et donc ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais ça m'a quand même beaucoup inspirée. Elle recueille des rêves de Berlinois. Évidemment, c'était interdit sous le nazisme. Et dans ces rêves, il y a tout le totalitarisme qui s'exprime, toutes les angoisses, et puis surtout aussi toutes les soumissions. Mais il y a surtout cette lucidité face à ce que le nazisme fait autour de nous. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment parler de ces rêves parce que c'est une matière vraiment importante et vraiment originale. Et alors, je vous confirme aussi qu'on frissonne, mais on frissonne un peu d'angoisse quand même de les retrouver, Jeanne et Louise, partir toutes les deux à l'aventure à Marbella, et elles y vont toutes les deux avec beaucoup de candeur, beaucoup de volonté en tout cas pour lancer cette enquête. Et c'est vrai que on est plutôt inquiète pour elles. Enfin... Alors elles hésitent au début, elles se disent il y a quand même une incrédulité encore. Pas Carlos, c'est pas possible. Donc et en même temps il y a tout un concours de circonstances. Louise, elle a besoin de savoir. Jeanne, on l'a pas dit, mais elle est en pleine séparation, c'est le bazar dans sa vie, donc il y a aussi prendre l'air, partir en vacances avec sa copine, et puis voilà, s'aérer. Donc il y a aussi ça qui joue et qui fait qu'elles vont prendre ce risque-là. Mais sur place, elles commencent quand même à avoir un peu peur parce qu'elles s'aperçoivent que les lieux où se rend Carlos, c'est pas vraiment les lieux du guide du routard, quoi. Donc elles vont être amenées dans des zones qui sont inhabituelles. Le cadre de Marbella, ce qui va aussi permettre de mettre en avant, je trouve que c'est un des aspects peut-être les plus touchants, enfin en tout cas moi qui m'a vraiment beaucoup parlé dans le roman, c'est que ça permet de mettre la focale sur l'amitié entre Jeanne et Louise et sur le fait en tout cas qu'elles aient cette solidarité féminine qui est vraiment à toute épreuve et qui pour moi est un des aspects vraiment très importants du roman, enfin, qu'on retrouve vraiment de manière très forte.
Oui, alors c'est vrai que c'est un point commun de tous mes romans, c'est que, à part Carlos, c'est pas que les hommes sont absents, hein, c'est juste que c'est souvent des personnages féminins qui tiennent les premiers rôles. Alors c'est pas, j'accepte tout à fait de dire qu'il y a un engagement féministe, mais c'est pas dans l'idée de faire du féminisme que je mets des personnages féminins au premier plan. Je pense que c'est juste lié au fait que, étant une femme, je suis plus à l'aise pour incarner ces personnages et en parler. Alors c'est ce que je dis souvent sur les questions de mafia, etc. Je me dis, il y a quand même du boulot parce qu'on ne demandera jamais aux hommes auteurs de polar, mais alors pourquoi dans vos romans il y a quasiment que des hommes? Et alors moi, à chaque fois on me le demande, et c'est juste une remarque parce que je trouve que c'est vraiment justement, ça montre bien le sujet qui reste encore un sujet. Quand on met des femmes en avant dans le polar, c'est encore une question qu'on nous pose régulièrement. Donc il y a quand même du boulot. Et donc effectivement, ça revient dans toutes mes thématiques. Et ce que j'aime, il y a à la fois cette question d'amitié qu'on retrouve souvent, et ça je trouve que c'est très important parce qu'il me semble quand même que les sociabilités féminines sont assez peu mises en avant dans les fictions, ou alors sous des formes un peu édulcorées dans les séries américaines, etc. Or, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a nous. Il y a des bandes de garçons, mais il y a aussi toutes ces sociabilités féminines où quand on se retrouve ensemble, on a notre humour, et je pense qu'il faut qu'il soit présent dans les fictions, dans la littérature. On a notre manière de porter un regard sur les hommes aussi, en parlant entre nous. Et c'est des choses où j'avais envie, en tout cas, de porter cette voix-là en littérature, en me disant, on le retrouve pas, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'on le voit assez peu, alors qu'on peut trouver ça par exemple en bande dessinée. Je pense à des gens comme Claire Bretéché, où il y a ces filles là qui parlent, enfin voilà, qui ont pas la langue dans leur poche, et donc en littérature j'avais envie de mettre ça en avant. Et si je peux me permettre juste une dernière digression là-dessus, mais il y a une des personnages des mafieuses qui veut devenir mafieuse, voilà, qui veut prendre la succession de son père, et là c'est typiquement ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que je la traite comme un personnage, comme une femme ordinaire, j'allais dire, qui cumule toutes les charges familiales à côté. Donc elle prend les rendez-vous chez l'orthodontiste pour ses enfants, elle doit s'occuper de toutes les charges familiales. Et donc c'est ma manière aussi de parler du point de vue de la situation des femmes dans la société d'aujourd'hui.